Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Alors je vais commencer, cher François Cochet, avec ce communiqué en votre présence. Ce sera une journée et une date historique. Ce sera le France Libre. C'est fait. Le communiqué vient d'être lancé. Le chef de l'État vient d'annoncer le nom du futur porte-avions nouvelle génération destiné à remplacer le Charles de Gaulle d'ici 2038. Je souhaiterais dire ici, effectivement, au nom de la Fondation de la France Libre, notre immense satisfaction pour, évidemment, lui, en hommage, à l'honneur, évidemment, de ce qu'est l'histoire et l'épopée des Français libres. C'est très important, évidemment, cette date restera, j'en suis sûr, une grande date pour la France libre et pour toutes celles et tous ceux qui aiment cette grande histoire. C'est un moment exceptionnel. Alors nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir François Cochet, professeur émérite d'histoire contemporaine de l'université de Lorraine-Metz. Il est l'un des plus grands historiens du fait militaire en France et notamment spécialiste de l'expérience combattante, 19e, 21e siècle, de la mémoire des guerres et de la captivité de guerre. François Cochet, vous avez publié de nombreux ouvrages de référence sur la Première Guerre mondiale et travaillé au sein de nombreux conseils scientifiques liés notamment aux souvenirs de Verdun. Votre dernier ouvrage, publié en 2025 aux éditions Pierre de Taillac, s'intéresse au parcours du général Georges Catroux, un grand seigneur de la France libre, mais qui n'a pas été que cela. Un militaire brillant, diplomate habile, acteur clé du renseignement, qui s'affirme comme un médiateur et un stratège de l'Empire sur de nombreux théâtres d'opération comme le Proche-Orient ou l'Indochine, mais aussi un homme d'ombre et de lumière. Vous le décrivez comme une figure fascinante et énigmatique, oscillant entre rigueur militaire et ambition diplomatique, donc une personnalité complexe que nous allons découvrir avec vous. Et ce sera également pour nous tous très important, et notamment ici à la Fondation de la France Libre, de rendre hommage au général Georges Catroux, cette très grande figure de la France libre, dont l'histoire n'a pas reconnu assez la carrure, selon Jean-Louis Crémieux-Briac, grand historien de la France libre et acteur lui-même, ancien Français libre. Et c'est bien pour tout cela que cette conférence sera informative, passionnante, mais aussi très utile. Bienvenue à vous, François Cochet, à la Fondation de la France libre. Merci beaucoup, merci M. Bayard. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui présent dans cette fondation, à cette Fondation de la France libre. Et c'est un honneur qui entre effectivement en circonstances toutes particulières avec la désignation de notre porte-avions qui n'entrera certes en service qu'en 2038, mais le nom est déjà choisi et tout à fait élogieux. D'autant plus qu'il faut se souvenir que la marine française n'a pas toujours été très favorable à la mémoire de la France libre. Bien, donc c'est effectivement un événement qui me semble tout à fait important et important de souligner ce soir. C'est une victoire, je pense, pour la mémoire de la France libre. Alors, Georges Catroux. Georges Catroux, merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est un personnage intéressant, c'est un personnage, comme vous l'avez souligné, complexe. C'est un personnage avec qui j'ai vécu, si je puis dire, 4 ans. Et pour qui j'éprouve aujourd'hui beaucoup d'admiration, du respect, mais aussi de l'agacement. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de mes propos. C'est un personnage qui est très ambitieux, comme tout militaire de talent et qui le sait. C'est un personnage qui est tout sauf spontané. C'est un personnage qui est retors. C'est un personnage qui est calculateur. Mais c'est un grand Français libre. Alors commençons, si vous voulez bien, par une scène. Par une scène que vous connaissez tous, au moins de réputation. Nous sommes le 18 octobre 1940 à Fort-Lamy, et tout commence par une histoire d'étoiles. Je cite le récit du colonel André Noël, qui commande alors les forces aériennes françaises libres du Tchad. Autant dire qu'il commande à 2 ou 3 avions, les 2 généraux s'avancèrent à la rencontre l'un de l'autre. Et De Gaulle était peut-être un peu gêné, se demandant ce qui allait se passer lorsque Catroux, l'abordant comme son chef, s'immobilisa et, se mettant au garde à vous, fit le salut réglementaire militaire en disant simplement « À vos ordres, mon général ».
De Gaulle lui rendit son salut et lui donna l'accolade. Ce fut un soulagement général. Soulagement général, note le colonel Noël, ça signifie que De Gaulle, qui était arrivé la veille à Fort-Lamy, pouvait craindre quelque chose de Georges Catroux. Le geste de Catroux est un geste véritablement révolutionnaire. La signification du geste est proprement révolutionnaire. De Gaulle, par ce geste de Georges Catroux, sort littéralement de la fonction militaire hiérarchique, puisque un 4 étoiles, officiellement 4, nous allons pouvoir y revenir éventuellement, il n'avait eu sa 5e étoile que pour le temps de son gouvernorat général en Indochine. Il n'est plus gouverneur général, donc théoriquement il est 4 étoiles, mais même, c'est le seul 4 étoiles à rallier De Gaulle aussi précocement. Et dans une culture militaire faite d'obéissance et de hiérarchie, eh bien Georges Catroux transcende, bouscule cette culture militaire. Donc, vous connaissez la formule du grand historien Maurice Agulon qui disait à propos des Français libres, c'est un acte d'élite. Eh bien oui, le 18 octobre 1940, c'est un acte d'élite de la part de Georges Catroux, qui vient effectivement bouleverser tout ce qui fait l'essentiel de la culture militaire. Alors il n'est pas le seul officier général à rallier De Gaulle précocement. L'amiral Émile Muselier, bien entendu, mais qui avait été mis en retraite déjà, je dis bien, pas en 2e section, ce qui est quand même une sanction, par la Troisième République. Le général de brigade, Paul Le Gentilhomme, grand Français libre aussi, trop peu connu, Le Gentilhomme. Hein. Et puis, quelqu'un qui est bien oublié, parce qu'il va décéder précocement, le médecin général Cissé. Bon, mais il est évident qu'avec le ralliement de Georges Catroux, on a encore une fois le plus haut gradé rallié à De Gaulle précocement. Alors, ce geste, il faut l'expliquer en se posant la question que je me suis posée dans le premier chapitre de mon ouvrage, parce que j'ai commencé par cette scène, bien évidemment, parce que c'est la scène fondatrice. C'est la scène qui révèle à la fois De Gaulle et qui révèle Georges Catroux. Et après, on peut se permettre, historiquement, en termes de menée de la biographie, on peut se permettre effectivement d'ensuite évoquer l'enfance de Georges Catroux. Mais il faut commencer par cette scène-là. C'est la scène fondamentale, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'être gaulliste en 1940 ? Qu'est-ce que ça signifie ? Acte d'élite, je l'ai dit. Dire non à la défaite, bien entendu. Hein, le pacte du refus. Refuser un armistice qui, aux yeux de la plupart des Français de l'époque, n'est pas seulement un armistice, mais est un traité de paix. La guerre est finie. Hein. Donc c'est un acte effectivement d'élite. Mais on dispose maintenant, alors depuis une quinzaine d'années, la Fondation est au cœur de ses travaux et de ses recherches, Broche, Caïtu-Colli, Jean-François Murassiol, etc., ont énormément travaillé sur la sociologie des Français libres. Et ce que l'on sait maintenant de cette sociologie des Français libres, eh bien, Georges Catroux en est à des années-lumière. Il n'est pas un Français libre typique. Exemple, l'âge. L'âge des Français libres. Moyenne d'âge, 25 ans et 4 mois. D'accord ? Bon, 3% des Français libres sont nés avant 1900. Hein ? C'est le cas de Georges Catroux lui-même, bien entendu, de De Gaulle, bien entendu, de Thierry d'Argentlieu. Mais les autres, Robert Gallet, 19 ans, Alain Savary, 23 ans, Pierre Messmer, 24 ans, Jacques Massu, 32 ans, Georges Catroux, 63 ans, au ralliement. Hein ? Même René Cassin a 10 ans de moins que Georges Catroux. Donc, si vous me permettez l'expression, Catroux fait figure, parmi les Français libres, fait figure non pas de vieillard, bien entendu, mais d'ancien, effectivement. Et d'ancien qui a largement sa carrière derrière lui. Hein ? Donc ça, en termes de ce que j'appelle l'âge au ralliement, on a avec Georges Catroux un Français libre atypique, hors norme, complètement. Hein ? D'autant plus qu'il a une stature publique.
il a exercé des postes à haute responsabilité. Il a pris comme général de brigade puis de division la suite de Lyautey au Maroc entre 1931 et 1934. Il est donc connu, il est nommé, vous le savez, gouverneur général de l'Algérie en août 39, après avoir été mis en deuxième section en janvier 39, et donc il est connu du personnel politique étranger. Il est connu de Churchill, bien sûr, contrairement à Charles de Gaulle, dont la connaissance par les Anglais est quand même toute récente, toute récente. Donc une stature publique. Ce n'est pas le jeune et fougueux capitaine comme Philippe de Hautecloque. Sa carrière est officiellement terminée en janvier 39, pardon. Bon, donc atypique complètement. Il est gouverneur. Il a commandé en Afrique du Nord. Il vient d'être donc gouverneur général de l'Indochine. Donc ce rallié atypique n'est pas facile à intégrer, parce qu'il ne correspond pas du tout à la norme, si vous me permettez l'expression, des Français libres. Alors, comment expliquer ce ralliement? Plusieurs pistes, peut-être. D'abord, c'est le privilège d'avoir été à l'étranger au moment de la défaite. Georges Catroux n'a pas connu l'incroyable défaite de mai et de juin 40, et surtout le délitement de tout un peuple. C'est-à-dire un pouvoir qui n'existe plus. Il n'a pas assisté à cela. Il n'a pas vu l'ampleur du désastre métropolitain. Et j'en veux pour preuve une lettre que j'ai retrouvée dans ses archives, une lettre très tardive de 1961, au moment où Georges Catroux siège au haut tribunal militaire qui va condamner les putschistes d'avril 61. Et il y a un certain nombre de ses fidèles qui lui disent « Mon général, ce que vous faites là n'est pas bien, parce que vous avez su dire non en 40, et ceux qui ont prétendu dire non en avril 61, vous les condamnez. » Et un de ses correspondants lui dit « Vous n'étiez pas en France lors de Montoise, mon général. J'y ai vu tout un peuple au pied de Pétain. » Et ça, Catroux ne l'a pas vécu. Donc, il a de la défaite, je dirais, une image un peu théorique. Il n'a pas pris conscience de ce que la défaite avait pu être réellement aux yeux de la plupart des Français. Ses rapports avec Philippe Pétain ont été exécrables dès la guerre du Rif. Il a servi un moment sous les ordres de Pétain en 25, début 26, et là, ça se passe mal entre eux, déjà. Catroux est colonel, officier de renseignement, puisqu'il fait l'essentiel de sa carrière dans le renseignement, et il se fait tancer vertement par Pétain, qui lui dit en gros, vous faites de la politique, moi je fais la guerre. Et donc leurs relations sont très mauvaises, très précocement. Parce que Pétain a aussi compris que Georges Catroux avait des accointances assez fortes avec les milieux politiques de centre-gauche, qui sont un appui constant pour lui quand même, notamment avec le courant radical-socialiste. Bon, toutes ces raisons font que les relations entre Pétain et Catroux sont très très mauvaises, très, très précocement. Alors, comment en arrive-t-on à la scène de Fort-Lamy? Eh bien, il faut effectivement, puisque Catroux est gouverneur général de l'Indochine, il lui faut négocier avec les Britanniques son départ d'Indochine. Et seuls les Britanniques peuvent lui donner les moyens matériels également de rallier Londres. Alors, nous allons y revenir parce que les attitudes de Georges Catroux en Indochine sont tout sauf simples et sont marquées d'une grande complexité, d'un grand calcul. Mais en tout cas, il entre en contact avec les Britanniques le 2 août 1940 et il déclare aux Britanniques, pas du tout, 2 août, il aurait pu s'adresser directement à
à De Gaulle, mais il aurait été obligé de le faire d'ailleurs par les Britanniques. Bon. Et il se dit, je cite, « prêt à servir la cause commune avec la Grande-Bretagne et la France, n'importe où, mais demande qu'une offre précise lui soit faite pour ses services. » Hein? C'est-à-dire qu'un Georges Catroux qui ne perd pas le Nord, si vous me permettez l'expression. Hein? Je sais ce que je vaux, donc vous payez. Hein? Mais, à sa décharge, il faut être complètement honnête, il demande aussi que De Gaulle soit mis au courant et soit d'accord. Hein? Bon. Alors, le 7 août, les Britanniques lui accordent effectivement 1000 livres sterling, ce qui est à l'époque une somme considérable, hein, pour effectivement ses dépenses immédiates. Et le 17 août, De Gaulle est prévenu de son ralliement. Donc 3 mois avant Fort-Lamy, si vous voulez. Hein? Donc là, il y a quelque chose qui se noue entre le début août et la mi-août 1940. Hein? Il fait le voyage par Singapour, hein, et à partir du 18 septembre, qui est la date où Georges Catroux s'engage comme Français libre. Hein? Mais après avoir lu soigneusement le traité entre les Britanniques et la France libre, il en a soupesé chaque mot. Hein? Et à partir du 18 septembre, donc ce sont les Britanniques qui le rétribuent. Hein? Ils touchent des émoluments entre 3000 et 5000 livres par an. Ça vous fait un traitement d'ambassadeur, hein, de l'époque. Un beau traitement. Hein? Alors, De Gaulle est d'accord, bien entendu, et pour cause. La France libre est pauvre. Hein, et tout ce qui peut être pris en charge financièrement par les Britanniques, ben, c'est autant de gagner, bien entendu, pour la France libre, qui de toute façon à l'époque dépend totalement des Britanniques. Hein? Bon, il signe son engagement dans la France libre le 18 septembre, et eh bien entendu, ça fait un bruit considérable immédiatement, puisque la nouvelle est répercutée en France dans les journaux de Vichy, et Le Matin, journal collaborationniste, écrit le 2 octobre 1940 « Catroux remplace De Gaulle à la tête du pseudo-gouvernement de Londres. » Hein? Bon, alors, il faut dire que Churchill y a pensé, très clairement, très clairement. Dans ses mémoires, mais alors je me méfie, je dois le dire, je me méfie beaucoup des mémoires de Georges Catroux, parce que un homme public habituellement rédige un volume de mémoires, lui en a rédigé 5, hein, en fonction des différentes étapes de sa carrière. Bon, et j'ai la preuve maintenant formelle, en ayant passé 4 années dans les archives, qu'il reconstitue son propre passé de manière assez considérable. Bon. Mais c'est un officier de renseignement, c'est normal. Hein, il a toujours fait comme ça. Et Catroux fait dire à Churchill, dans ses mémoires, donc, Churchill lui aurait dit « Le mouvement de la France libre a besoin d'être conduit et je pense que vous devriez en prendre la tête. » En qualifiant De Gaulle, Churchill aurait qualifié De Gaulle en disant « Il n'a pas un rayonnement assez puissant. » Et effectivement, vous voyez, encore une fois, vous mettez dans la balance un général 4, voire 5 étoiles, connu relativement du grand public, mais plus encore du personnel politique britannique, et puis un général de brigade de 49 ans, qui a été sous-secrétaire d'État pendant 1 semaine, 10 jours, pardon. Et le centre de gravité est évidemment en faveur de Georges Catroux. L'intelligence de Georges Catroux, l'habileté, l'intelligence, la capacité manœuvrière, c'est de dire non. Et toute la scène du 18 octobre à Fort-Lamy est déjà en germe dans cette décision. Ne pas être le premier. C'est-à-dire, encore une fois, accepter de passer sous les ordres de Charles de Gaulle, parce que Catroux a compris, et ça c'est fantastique de précocité, que De Gaulle était autre chose qu'un militaire. Ça n'était plus un simple général de brigade. C'était le chef de la France libre, c'est lui qui incarnait la France libre. Alors ce qu'il y a de fascinant, quand vous maniez une chronologie fine,
c'est qu'effectivement, vous voyez que les toutes premières mesures de Charles de Gaulle, notamment ce qui va préfigurer, si vous voulez, le comité de la France libre, eh bien, toutes ces premières mesures sont prises après le 18 octobre, c'est-à-dire au moment où de Gaulle est rassuré. Il a levé l'hypothèque Quatroux, si je puis dire. Voilà. Quatroux a fait de Gaulle, hein, ou en tout cas Quatroux a permis, par son ralliement, que de Gaulle ne soit pas tué. Le personnage de Gaulle aurait pu disparaître. Vous imaginez si Georges Quatroux dit à Churchill « Banco, je prends la tête de la France libre ». Je ne sais pas si beaucoup de Français libres qui s'étaient ralliés à De Gaulle se seraient ralliés à Quatroux, d'ailleurs. Hein. Vaste problème. Hein. Mais, vous voyez ce que ça aurait pu donner, mais on n'est pas là pour faire de l'Uchronie, du what if, que se serait-il passé si Hannibal n'avait pas traversé les Alpes, etc. Alors, à partir de ce moment clé qu'est le 18 octobre et le ralliement, là, à partir de là, on peut décliner le personnage, si vous voulez. Bon, un personnage issu d'une famille modeste. Son père, René Michel, est issu du milieu rural angevin, engagé volontaire dans l'armée du Second Empire, carrière de sous-officier, puis accès à l'épaulette comme sous-lieutenant en 1870, courageux, il participe à des campagnes extérieures, notamment en Chine. Il va faire une guerre courageuse pendant la guerre de 70, aussi bien partie impériale que partie républicaine. Il signe la guerre capitaine et il finit sa carrière d'officier sorti du rang comme commandant. Belle carrière, mais encore plus beau mariage. Puisque lui, René Michel, issu d'un milieu quand même modeste, eh bien, épouse en 1871 une riche fille de grand colon algérien. Donc là, sa fortune est assurée, si je puis dire, hein, avec une fortune en terre et en immeubles assez considérable. Georges Quatroux naît, j'allais dire par hasard, à Limoges en 1877, mais au gré des mutations de son père. Pardon ? Le militaire, c'est comme ça. Oui. Georges Quatroux ne connaîtra pratiquement pas ses parents. Enfin, son père est d'une rudesse incroyable, et Georges Quatroux reproduira avec ses propres fils, d'ailleurs, cette rudesse incroyable. Il ne voit ses parents au mieux qu'aux vacances. Il est brussion, donc Prytanée de la Flèche. C'est intéressant parce que vous savez que le recrutement du Prytanée de la Flèche était recruté prioritairement des enfants d'officiers subalternes sortis du rang. Donc c'est un moyen de continuer, si je puis dire, la tradition récente familiale, puisqu'il n'y avait pas eu de militaire avant le père de Georges. Hein. Donc ensuite, une carrière, je dirais, assez classique, 1896, le SM, hein, promotion, première des grandes manœuvres. Alors je n'entre pas dans le détail, mais cette promotion de 1896 aurait dû s'appeler Duc d'Aumale. Comme c'était pas très bien vu par la Troisième République, ils ont pris au dernier moment, comme on venait de créer la notion de grande manœuvre, ils ont pris le nom de baptême de première des grandes manœuvres. Hein. Il entre pas très bien placé. Alors à l'époque, aujourd'hui une promo de Coët c'est 140 à peu près. À l'époque ce sont des promos de 540. Hein. Il entre 332e sur 538. Bon, il fait mieux en sortie, puisqu'il finit 55e sur 538 classés. Belle progression. Il n'est pas bon en escrime. Il n'est pas bon au tir à la cible. J'allais dire, c'est déjà plus un officier de renseignement qu'un officier de terrain, hein, très clairement. Bon, alors, comme il est bien classé, eh bien, il a le choix de son affectation. À l'époque, nous sommes avant la Grande Guerre, et il n'y a pas encore d'armes d'élite. Hein. C'est la Grande Guerre qui fait émerger vraiment l'arme d'élite, notamment la Légion n'est absolument pas une arme d'élite avant la Grande Guerre. En gros, tous les bataillons sont interchangeables. Hein.
Bon, il y a une arme qui apparaît déjà quand même, une subdivision d'armes qui apparaît quand même comme arme d'élite, ce sont les chasseurs. Hein, chasseurs à pied et désormais infanterie des Alpes, on ne les appelle pas encore chasseurs alpins, mais voilà, c'est là où se tient l'élite. Donc il choisit ce que j'appellerais par commodité les chasseurs alpins. Il est donc à Grenoble du 1er octobre 1898 au 1er octobre 1900. Alors, vous le savez sans doute, Georges Catroux a déjà fait l'objet d'une biographie ancienne, de 1990, d'un collègue éminent, Henri Lerner. Henri Lerner, c'est ce qui m'a donné envie de refaire cette biographie, d'une part parce qu'il y a des tas d'archives nouvelles qui sont apparues, et puis Henri Lerner, moi je lui reproche très clairement d'avoir fait une œuvre hagiographique, c'est-à-dire d'avoir recopié les mémoires de Catroux et d'avoir pris ça comme vérité absolue. C'est pas comme ça que je conçois mon rôle d'historien. Hein? Bon, et donc Lerner nous dit en 1990, dans la bio qu'il avait rédigée, Lerner était un spécialiste de la presse. Bon, et de la presse de Toulouse. Non, pas de commentaire. Donc il nous dit que Catroux aurait demandé au bout de 2 ans sa mutation pour l'Afrique du Nord, pour un régiment de tirailleurs algériens. Je rappelle que les soldes étaient plus élevés en Afrique du Nord. Simplement parce qu'il s'ennuyait dans sa garnison des Alpes. Ah oui, mais c'est pas ce que me disent les archives. Hein. Ce que me disent très clairement les archives, c'est qu'il a eu une aventure avec la femme de son chef de bataillon. Bon, c'est pas bien, mais en gros, et je vous dispense de la citation, mais je vous la promets qu'elle est dans l'ouvrage, on lui dit, écoutez, c'est bien, mais vous... Hein, vous allez voir ailleurs. Bon, donc c'est pas du tout par soif d'aventure, non, ou alors apprendre le terme aventure au sens bien particulier. Bon, alors, si j'insiste sur cette anecdote, c'est parce que d'une part, Catroux s'est fait ensuite une réputation d'homme à femme, bon, mais surtout parce qu'il prend dès cette époque l'habitude de refaire son passé, de réécrire son passé, hein, d'une part. Et puis c'est aussi parce que, et j'aimerais insister sur cette constante, en quelque sorte, dans la carrière de Georges Catroux, à plusieurs moments, sa carrière aurait pu s'arrêter. À plusieurs moments, sa carrière aurait pu soit s'arrêter, soit stagner, et on n'aurait jamais parlé de lui. Hein? Et là, typiquement, c'est le premier épisode où sa carrière peut s'arrêter. Parce que ça aurait pu aller très loin. Hein? Il aurait pu être exclu, purement et simplement, de l'armée. Hein? D'autant plus qu'il y avait récidive, si je puis dire. Hein? Bon, eh bien, non. Pas de sanctions, pas de séquelles. Il part donc en Afrique du Nord. Il y rencontre Lyautey alors que Catroux vient de passer capitaine. Ça se passe très mal. Première rencontre très très mauvaise. Il se fait purement et simplement remonter les bretelles par Lyautey sur des fautes de commandement qu'a fait le capitaine Catroux dans sa compagnie, etc. Donc contact pour le moins rugueux. Hein, je dirais entre Lyautey et Catroux. Or, c'est très important parce que Catroux, par la suite, se présentera constamment comme l'héritier de Lyautey. Hein. À mon sens, pour avoir pas mal travaillé dessus depuis 4 ans, encore une fois, je pense que s'il est un héritier, il faut faire attention parce que Lyautey adore dire à presque tout le monde qu'il est son héritier. Hein. Mais s'il est quelqu'un qui est plus proche de Lyautey au point d'en être l'héritier, je pense que c'est Alphonse Juin, hein, beaucoup plus que Georges Catroux. Alors, il est en Afrique du Nord, ses notations ne sont pas mirobolantes du tout, hein. Nous sommes donc en 1902, il fait lui aussi un riche mariage avec Eugénie Pérez, il reproduit le modèle paternel, hein.
avec une fille de Grand Colomb aussi, Marie-Eugénie Pérez, elle a 21 ans, ils auront 2 fils. Et ces notations présentent quand même des défauts assez récurrents. Je cite sa notation d'avril 1902. À l'époque, les officiers sont notés plusieurs fois par an, une fois par semestre en fait. Des défauts de caractère déjà signalés et qui le rendent peu sympathique à ses chefs et à ses camarades. À l'époque, on ne maniait pas la langue de bois dans les jugements. Bon, aujourd'hui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans les appréciations. Mais là, et je continue. Très infatué de sa personne et ayant une opinion fort exagérée de sa valeur. D'accord ? Donc le jeune officier Georges Catroux, disons les choses très clairement, il est très déplaisant. Alors, sa carrière aurait pu stagner, mais c'est à partir de l'Algérie qu'on voit se nouer un lien très très fort avec les milieux politiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Milieux de centre-gauche, radicaux socialistes, radicaux, parti radical. Comment le lien se fait-il ? Eh bien, par le frère aîné de Georges Catroux, qui n'a pas embrassé une carrière militaire du tout, et qui est très proche d'Aristide Briand, qui est très proche, plus encore, d'Édouard Herriot. Et c'est le frère aîné de Catroux qui fait le lien, qui fait la jonction, et Catroux sera toujours protégé d'Édouard Herriot. Toute sa carrière. Vous comprenez aussi pourquoi, avec Pétain, ça peut pas trop bien marcher. Alors, il est nommé, il n'est encore que capitaine, et il est nommé donc dans un premier temps auprès du gouverneur général de l'Indochine, Paul Bot. Or, Paul Bot est un des francs-maçons les plus proches de Briand, etc. Et c'est quelqu'un qui a été chargé de la commission permanente du stage à partir de 1900. Cette commission permanente du stage, c'était l'institution qu'avaient créée les anticléricaux pour surveiller les diplomates trop typés cléricaux. Un petit peu comme l'affaire des fiches, si vous voulez, au sein de l'armée. Donc Paul Bot est un militant anticlérical, très clair, progressiste, maçon. Et Catroux devient, est nommé, si vous voulez, au gouvernement général, près de Paul Bot. Il est ensuite nommé auprès du gouverneur général de l'Algérie. Donc, il n'est encore que lieutenant puis capitaine, et il a déjà une connexion forte avec les milieux de gauche, et il est de moins en moins un officier de terrain. Il est un officier d'interface avec le monde politique, avec des nominations proches de ces deux gouverneurs généraux. Alors, la guerre arrive, la Grande Guerre arrive. Avant la Grande Guerre, il faut signaler aussi son échec à l'école de guerre. Il échoue une première fois à l'écrit. À l'époque, vous savez, l'école de guerre se passe quand vous êtes lieutenant ou capitaine, alors qu'aujourd'hui, elle se passe plus tard. Il échoue en 1904. Il est autorisé à représenter le concours et il ne le présente pas. Il choisit le court terme à sa carrière parce que le court terme, c'est justement d'être nommé auprès du gouverneur général de l'Algérie. C'est dans cette position que le trouve la Grande Guerre. Et la Grande Guerre aurait pu mettre un terme à sa carrière à tous les sens du terme. Parce que sur sa promo de 538, 177 de sa promo sont tués. D'accord ? Bon. Et puis, vous le savez, pas de chance, alors que Georges Catroux a fait pour l'instant uniquement des petites guerres de guérilla à Afrique du Nord, eh bien, il ne connaît rien de la Grande Guerre parce qu'il est capturé en octobre 1914. Donc, il ne saura rien de la guerre des tranchées, de l'évolution fantastique
de l'artillerie, de la montée exponentielle de l'artillerie. Il ne saura rien de l'apparition des chars, il ne saura rien de l'utilisation des gaz de combat, il ne saura rien du fantastique développement de l'aviation, etc. Il passe 4 années pas en no-flag, puisque l'appellation n'existe pas encore, mais en camp pour officiers. Il rencontre De Gaulle, bien entendu, à Ingolstadt. Il est chef de Chambray de Gaulle, puisque Catroux est passé commandant juste avant d'être fait prisonnier. D'ailleurs, sur les statistiques allemandes, vous verrez dans le bouquin, j'ai exhumé une archive du CICR. Pour les Allemands, il est encore Hauptmann, il est encore capitaine lorsqu'il est capturé. Hein, mais il est nommé commandant. Alors, il tente 3 fois de s'évader, il est repris. Petit problème, je n'ai pas retrouvé les rapports d'évasion. Or, il a la médaille des évadés. Et pour avoir la médaille des évadés, il faut présenter pour chaque tentative d'évasion 2 rapports, de 2 témoins. Il témoigne pour une des évasions de Charles de Gaulle, ça je l'ai. Mais je ne retrouve pas les rapports d'évasion de Georges Catroux. Il a essayé, c'est très réel. Hein, mais, vous voyez, c'est très caractéristique aussi du secret que mène constamment ce personnage. Hein, alors, sa carrière aurait pu s'arrêter aussi par pénalisation du fait de sa captivité. Hein, on connaît des officiers qui ont vu, après 4 années de captivité, qui ont vu leur carrière stagner complètement. Moi, j'aime bien citer un des camarades de captivité de De Gaulle et de Catroux aussi, qui est le capitaine Brillat-Savarin, dont De Gaulle écrit à sa mère. De Gaulle écrit beaucoup à sa mère en captivité, hein, ne serait-ce que pour dire « je suis un enterré vivant hein ». Mais à propos de Brillat-Savarin, il dit de lui, donc il est capitaine en 16, hein, quand il est capturé, Brillat-Savarin, un officier de la plus solide valeur intellectuelle et morale. Or, notre Brillat-Savarin, il a beau être d'une valeur intellectuelle et morale supérieure, eh ben, il est toujours que colonel en 1940. Donc vous voyez, Catroux aurait pu être pénalisé par sa captivité. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'il est rattrapé par la Manche. Par qui? Eh bien, par ses amis du pouvoir politique. Hein, et il est envoyé, et là c'est clairement Charles-Georges Picot, hein, pas François-Georges Picot, c'est pas le signataire des accords Saïs-Picot, hein, c'est son frère, Charles, qui est inspecteur des finances, mais qui est surtout membre de ce qu'on appelle le parti colonial, hein, avec Eugène Etienne, Masson, etc., Robert de Kex, bien entendu, tous ces gens-là qui connaissent bien le milieu des militaires qui leur semblent favorables. Hein. Un personnage joue aussi un rôle absolument essentiel, c'est Philippe Berthelot, du Quai d'Orsay, qui fait la pluie et le beau temps au Quai d'Orsay, toutes les années 20 et toutes les années 30, et qui est à la recherche constante de militaires proches de ses voeux. Hein, et Catroux coche les bonnes cases. D'accord? Donc, on le rattrape par la Manche et on le nomme au Levant. Hein, auprès du général Gouraud, pour mettre en place la politique mandataire de la France, puisque la France vient d'obtenir le mandat sur le SDN, sur la Syrie et le Liban. Et là, c'est sa première heure de gloire à Georges Catroux. Parce qu'il met au point une manière d'indirect rule, de gouvernance indirecte, qu'il copie sur les Britanniques, ce que font les Britanniques en Égypte à l'époque, et qui consiste à, selon la formule de Lyoté, pour le coup, à diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que la politique catrouzienne, c'est clair. Je choisis des affidés parmi les familles dirigeantes, notamment libanaises et syriennes, je les arrose très largement, financièrement, et je les utilise. Hein? Bon, c'est une politique qui coûte cher, qui coûte très cher. Hein? Et d'ailleurs, Paris va sanctionner, non pas Catroux, mais indirectement c'est Catroux qui est sanctionné, mais va sanctionner le général Gouraud.
à qui on va demander en fait de partir du Levant. Rien que pour l'année 1922, Georges Catroux verse 180 000 francs au patriarche grec orthodoxe, 300 000 francs à différents chefs druzes, et 1 200 000 à Nouri Chalan, qui est un chef donc de famille de Syrie. Donc cette méthode Catroux, elle est en apparence une réussite, puisque effectivement le pays est à peu près calme, ce qui n'empêche les révoltes anti-françaises quand même, auxquelles va être confronté Gouraud, et elle est très très dispendieuse. Gouraud est remplacé fin 1922 par le général Végan, au Levant. Et très clairement, c'est encore une fois en partie la politique de Catroux qui a été sanctionnée. Alors ensuite, après un bref passage par la Turquie, il va participer brièvement aussi à la guerre du Rif. Guerre très moderne qui a été revisitée complètement récemment par plusieurs auteurs. Guerre vraiment très moderne, aussi bien au point de vue opérationnel qu'au point de vue médiatique. Enfin, c'est très très intéressant. Et c'est là où il rencontre Pétain, puisque Pétain prend la suite de l'IOT, débarqué par le cartel des gauches, bien sûr, après la victoire du cartel des gauches en 24. Bon, je ne reviens pas sur les rapports exécrables très précoces entre Pétain et Catroux. Voilà, sa carrière aurait pu s'arrêter au grade de colonel. Or, il est rattrapé par la Manche pour faire le centre des hautes études militaires, le CHEM. Le CHEM, autant l'école de guerre et l'école des colonels, quand vous êtes drafté de l'école de guerre, vous êtes sûr de commander un régiment, autant le CHEM, c'est l'école des généraux. C'est ce qui permet à l'époque d'accéder aux étoiles. Et le CHEM, on ne s'y présente pas. On est sollicité. C'est un choix qui relève de qui? Eh bien, qui relève de l'inspection générale de l'arme, donc infanterie pour Catroux. C'est Maurice Gamelin, en 1931. Maurice Gamelin, il a été sous ses ordres au Levant pendant plusieurs années. Ils ont des rapports troubles, mais Gamelin appartient au même milieu en termes de rapprochement politique, si vous voulez. Bon, et donc, il est soutenu par Gamelin, il est soutenu aussi, surtout par Paul Mater et Henri Claudel, deux généraux réputés progressistes, dans le vocabulaire de l'époque, ça veut dire de gauche, proches du parti radical, voire même des radicaux socialistes. Et Paul Mater, notamment, est connu à l'époque pour être un maçon virulent et pour favoriser les candidatures d'officiers maçons. Catroux a juré ses grands dieux, l'a écrit à plusieurs reprises qu'il n'était pas maçon. Je n'en sais rien. Ce qui est très intéressant, c'est que son arrière-petite-fille, quand j'ai pris contact avec elle il y a 4 ans pour essayer d'avoir des renseignements un peu familiaux, la première question qu'elle m'a posée, c'est « Croyez-vous qu'il était maçon ?» Bon, je ne suis pas certain qu'il le fût. Je pense qu'il était maçon compatible. Voilà. À la manière d'un Daladier, si vous voulez. Je crois que c'est ça, c'est cette mouvance-là. Bon, donc, vous voyez, alors qu'il aurait pu ne pas accéder aux étoiles, eh bien, il y accède en passant par le CHEM, soutenu par des réseaux, très clairement. Alors, que dit le général Ragueneau, qui commande le CHEM à la sortie de Catroux le 25 juillet 1931, sortie de stage? Alors ça commence par des éléments flatteurs, intelligence très vive, du jugement, un esprit clair et souple, une grande facilité d'adaptation. Et puis ensuite, on enchaîne. Et là, Ragueneau devient nettement moins sympathique.
a donné l'impression très nette d'une insuffisance de préparation. On sent qu'il n'a pas fait la guerre et qu'il est trop exclusivement depuis dans l'activité spéciale des TO, territoires d'opération extérieure. Ces exposés au centre n'ont pu suffire à combler ces lacunes. Ce défaut d'expérience l'entraîne à de vraies erreurs de principe dans les questions concernant la tactique de la Grande Guerre. Paraît devoir être affecté de préférence sur les théâtres d'opération extérieure, où ses connaissances et l'expérience spéciale, c'est-à-dire le renseignement, lui permettent de rendre des services. C'est assez mitigé quand même, hein, pour le moins. Alors il accède aux étoiles, il est en poste à Marrakech entre 1931 et 1935, et là c'est sa deuxième heure de gloire, puisqu'il succède à Lyautey, hein, à Marrakech. Et très normalement, fin de carrière, donc le 29 janvier 1939, il est passé donc général de brigade, général de division et corps d'armée. Et il commande donc le 19e corps d'armée, c'est-à-dire celui d'Alger. Hein. Et très logiquement, atteint par la limite d'âge, eh bien, Georges Catroux, le 29 janvier 1939, deuxième section. Sa carrière est finie. Eh ben non, parce que c'est là qu'intervient sa nomination au gouvernorat général de l'Indochine. Et qui fait sa nomination au gouvernorat général de l'Indochine? Eh bien, le général Burer et Mindel. Dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Mindel-Burer, Burer est un général très très brillant qui a connu Catroux au Chêne, qui est beaucoup plus jeune que Catroux. Et c'est Burer qui pistonne, si vous me permettez l'expression, Catroux auprès de Mindel. Mindel et Burer ont un plan de développement pour l'Indochine dans le cadre d'une future guerre. Il s'agit d'industrialiser l'Indochine et de permettre que l'Indochine soit un réservoir de main-d'œuvre et de matériel, puisqu'on prévoit par exemple une ligne d'aviation qui ne verra jamais le jour. Donc c'est à ce titre-là que Georges Catroux est nommé. Et que sa carrière rebondit, alors qu'elle aurait pu s'arrêter là. Alors, nous évoquions tout à l'heure un petit peu la grande affaire de son gouvernorat de l'Algérie, pardon, il sera aussi gouverneur de l'Algérie, de l'Indochine, avec effectivement la question des relations avec les Japonais. Parce que là, l'attitude de Catroux, on est, vous l'avez compris, chronologiquement, on est dans la partie qui fait jonction avec le 18 octobre, bien entendu. Hein? Alors, les attitudes de Catroux en Indochine sont tout sauf franches du collier. Bon, l'agression japonaise commence précocement, puisque les Japonais, dès la défaite française de mi-juin, font connaître des exigences en ravitaillement, en utilisation des aérodromes, etc. Et le 17 juin, Catroux, se référant donc au discours de Philippe Pétain, télégraphie à Bordeaux, puisque le gouvernement est à Bordeaux, replié, que si une paix survenait, il demeurerait fidèle à l'alliance avec les Britanniques. Donc, bon point, en quelque sorte, hein, je maintiens l'alliance avec les Britanniques, ce qui peut préfigurer une dissidence, entre guillemets, hein, pro-gaulliste. Mais, dans le même temps, il suspend immédiatement livraison d'essence aux Chinois, qui combattaient les Japonais. D'accord ? Chinois de Chiang Kai-shek, hein, bien entendu. Avant même que les Japonais ne fassent connaître leurs exigences dans ce registre. D'accord ? Et là, la chronologie fine joue à plein. Alors, par la suite, dans ses ouvrages de mémoire, il affirmera toujours qu'il a rompu avec Vichy, il appelle ça Vichy. Je rappelle que c'est simplement le dernier gouvernement de la Troisième République, ce n'est pas encore Vichy qui s'installe le 10 juillet, hein, et qu'il joue double jeu, hein, à l'égard du dernier gouvernement de la Troisième République. Le 8 juillet, il fait parvenir à ce qui n'est pas encore Vichy, mais on va l'appeler Vichy par commodité de langage,
le message suivant. Allant au-delà des exigences japonaises, j'avais totalement fermé les frontières à l'importation en Chine. Je serais heureux de connaître votre sentiment sur cette politique, si elle a votre agrément d'obtenir que vous la souteniez. C'est pas franchement un discours de dissident, hein. Il dit très clairement qu'il est allé au-devant des exigences japonaises. D'accord ? Il est officiellement démis de ses fonctions le 30 juin 1940. Il prétend ne pas avoir reçu les télégrammes successifs et il va se maintenir de sa propre autorité en poste jusqu'au 20 juillet. D'accord ? Et c'est le moment où, vous l'avez compris, il commence à préparer son passage. Hein ? Donc, je pense, il a consulté aussi Maxime Weygand, hein, ministre de la guerre. Et Weygand, il a consulté Weygand en lui disant, mon général, qu'est-ce qui m'attend, voilà, qu'est-ce que vous me proposez comme nomination si je rentre en France? Et Weygand est très clair, deuxième section, sans nomination. Hein. Et donc, je pense, moi, que Quatroux a sous-pesé. Hein. Si je rentre en France, la retraite, en gros, même si ça ne s'appelle pas officiellement la retraite. Hein. 4 étoiles, deuxième section. Si je fais le choix courageux, encore une fois, de rejoindre Londres, j'ai peut-être une chance d'avoir ma 5e étoile. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais pardonné à Gamelin de ne pas lui avoir donné sa 5e étoile. Hein. Alors, vous voyez, je n'en suis pas certain. Hein, c'est plus ce que j'appellerais une intime conviction hein, qu'une preuve. Mais ce qui est certain, en revanche, et ça je l'ai trouvé dans les archives, c'est que ce n'est absolument pas sa politique indo-chinoise qui l'a fait remercier. Pas du tout. Il y a un document d'archives très clair qui remonte à plusieurs années ultérieurement, c'est un document de 1945, où un proche de l'éphémère ministre des colonies, qui était un des grands adversaires de Quatroux, lui dit « Mais mon général, c'est absolument pas votre politique qui a été mise en question, c'est simplement parce que vous aviez été nommé par Mindel, le juif Mindel. » Voilà. Donc c'est un règlement de compte strictement personnel et pas du tout à l'égard de sa politique indo-chinoise. Ce qu'on peut souligner aussi, et là, depuis la biographie de Lerner, on dispose des très très beaux travaux de Franck Michelin sur l'Indochine, justement, et sur cette partie très très complexe, le jeu des Japonais en Indochine, le jeu de Quatroux, le jeu de deux coups. Hein. Or, si vous lisez attentivement les travaux de Michelin, vous apercevez qui a travaillé sur des sources japonaises, hein, et c'est important, Decoux est perçu comme moins conciliant que Quatroux par les Japonais. Hein. Bon. Mais voyez, les choses sont complexes, on pourra éventuellement y revenir tout à l'heure. Alors ensuite, ce sont des épisodes qui sont fondamentaux pour Quatroux. Je vais essayer d'accélérer. C'est d'abord la guerre franco-française de 1941. Hein, parce que là, c'est Quatroux qui est directement responsable. C'est lui qui a voulu ces opérations militaires qui vont profondément diviser les Français. Hein. Il s'agit bien entendu de perturber le ravitaillement des forces irakiennes soulevées contre les Anglais avec l'appui des nazis. Le général Dens de Vichy a mis à disposition donc les aérodromes français, et c'est Quatroux qui propose aux Anglais une opération militaire poussée par Charles de Gaulle.
qui veut une opération militaire pour montrer que la France libre est là. Hein. Alors c'est tragique, ces événements de Syrie. C'est tragique parce que, d'abord, ce sont des combats très acharnés entre Français et Britanniques, puisque l'essentiel du corps de bataille, c'est le général Laverack, et ce sont des Australiens. Hein. Mais il y a des Français libres, bien entendu, la première DFL de Le Gentilhomme, hein, justement, qui joue un rôle important, qui marche sur Damas. Ça pose des problèmes de cohésion, de tiraillement. Par exemple, vous savez que les unités de Légion refusent de se battre entre elles. Là, vous avez la 13e DBLE de Monclar chez les Français libres, et puis vous avez le 6e régiment de la Légion étrangère chez les vichistes. Et Monclar se met en réserve. Monclar refuse de commander pendant un certain temps parce qu'il ne veut pas combattre d'autres légionnaires. Hein, c'est terrible. 1066 tués chez les vichistes, 156 tués chez les FFL, mais bien entendu, la disproportion numérique est considérable. 3000 tués blessés chez les Britanniques. C'est pas de la rigolade. Hein. Catroux avait lancé aussi cette opération dans la conviction qu'il était, et là il a fait fausse route, mais complètement, hein, que l'ensemble des forces françaises du Levant, donc forces de Vichy, allaient rallier la France libre. Parce qu'il avait été intoxiqué un petit peu par un certain commandant des Essarts, qui était en poste là-bas, et qui lui avait dit « Ouais, les Français sont prêts à se rallier, etc. » Que nenni, hein. 5500 soldats et officiers se rallient, 37 000 refusent et demandent à être rapatriés. Merci. Donc, là, échec politique et profonde division de l'armée française mémoriellement. Hein. C'est une catastrophe mémorielle, ces combats de Syrie. Hein. Les négociations de Saint-Jean d'Acre, catastrophe pour la France libre, puisque Dens essaie dans un premier temps d'en exclure les Français libres. Hein. C'est finalement Georges Catroux, le capitaine Buis, et puis Répiton Préneuf, un personnage trop discret, mais vraiment très très important de la France libre, qui négocie avec le général Wilson pour les Britanniques, face au général Verdillac, et le traité de Saint-Jean d'Acre du 14 juillet 1941 ne mentionne même pas la France libre. Donc, fureur de Charles de Gaulle contre Catroux, qui a laissé faire. Hein. Et de Gaulle est obligé de renégocier un deuxième traité avec Oliver Littleton, qui est le conseiller perso de Churchill, qui va déboucher sur un deuxième traité, donc du 24 juillet, où là, la France libre est bel et bien mentionnée. Mais ça a été une fêlure importante dans les relations de Gaulle-Catroux, parce que de Gaulle a été persuadé que Catroux, si vous me permettez l'expression, roulait pour les Anglais, et qu'il avait décidé de lâcher le Levant, l'ensemble libano-syrien, aux Britanniques. Il faut dire qu'effectivement, la mission Spears est très puissante. Donc il s'ensuit une guéguerre de contrôle des lieux entre Britanniques et Français, je passe, mais nous pourrons en reparler éventuellement. Et puis se passent, alors là, de très très nombreuses escarmouches, écrites, verbales, entre De Gaulle et Catroux. Hein. Parce que, pour la nomination des hommes, Catroux nomme, par exemple, c'est lui qui nomme lieutenant-colonel Koenig. Bon. Et De Gaulle lui tape sur les doigts en disant « Non, je me réserve la nomination des grades d'officier supérieur. » Donc, il n'arrête pas de se titiller, si vous me permettez, sur des questions de principe et Catroux ne perd jamais une occasion de rappeler que quand même il en a plus sur l'épaule. Hein. C'est un ralliement, c'est un ralliement de diva, si vous voulez. Hein. Dans les deux cas de figure. Hein. Bon. Et ce sont deux hommes qui sont
autant l'un que l'autre d'une susceptibilité maladive. Bon. Mais on sait que De Gaulle a songé à remplacer au Levant Georges Catroux par l'Armina. Alors quand vous connaissez la fin de l'histoire de l'Armina et le fait que c'est le rapport Catroux sur l'Armina qui ressurgit et qui pousse l'Armina au suicide, bon. Alors, l'autre moment de gloire, vraiment de gloire de Georges Catroux, ben, c'est bien entendu les négociations, ce sont les négociations d'Alger, où là il joue un rôle considérable. Hein. Autant il a fait De Gaulle le 18 octobre 40, autant il fait De Gaulle contre Giraud à l'été 43. Hein. Alors vous savez que les deux hommes, les deux généraux, Giraud et De Gaulle, avaient décidé de nommer donc au CFLN chacun des personnalités, 4, et qu'ils avaient nommé en commun 2 personnalités qui faisaient l'unanimité chez les deux hommes. Hein, Jean Monnet et Georges Catroux. Hein. Bon, Catroux amène un personnage discret mais important qui est Guy Girard de Charbonnières, qui est son DIRCAB, son directeur de cabinet, pardon, pour le jargon. Et Catroux joue un rôle essentiel de passeur entre Giraud et De Gaulle. Hein, le débarquement, si vous me permettez l'expression, de Giraud par De Gaulle s'étale, je ne vais pas entrer dans les détails, il s'étale en gros entre le 31 mai et le 9 novembre 1943, au sein d'un CFLN qui est théoriquement coprésidé par les deux hommes, mais dans lequel Giraud commet un certain nombre d'erreurs politiques successives qui le font se marginaliser. Hein. Le comité est élargi donc le 5 juin 1943 avec l'entrée de Couve de Murville, de René Meyer et d'André Philippe. Le 4 août, en gros, date symbolique, De Gaulle prend à peu près déjà la totalité du pouvoir, même si Henri Giraud demeure théoriquement coprésident. En septembre 1943, là, Giraud aurait pu remonter un petit peu la pente, puisque c'est Giraud qui mène la libération de la Corse, de manière remarquable. Hein. Et il espère que son succès de la libération de la Corse va lui servir pour rééquilibrer le pouvoir au sein du CFLN. C'est sans compter effectivement sur les talents manœuvriers de Charles de Gaulle. Et le 27 septembre, déjà, Henri Giraud renonce à ses pouvoirs politiques. Voilà ce qu'écrit le général Georges, que Catroux a bien connu, et qui est un proche conseiller d'Henri Giraud. À propos de cette séance du 27 septembre 1943. Georges écrit dans ce sont des carnets inédits, enfin, qui ont été publiés, mais qui n'étaient pas destinés à être publiés. Hein. Giraud sera roulé, j'en suis furieux, mais on ne peut empêcher un homme de se suicider quand il veut. Hein. Voilà ce qu'écrit un des plus proches de Giraud. Donc, la messe est dite, et effectivement, Georges Catroux a joué un rôle considérable dans le rapprochement, dans les tentatives de rapprochement des deux hommes dans un premier temps, et dans la victoire de Charles de Gaulle au sein du CFLN, même s'il a voté à plusieurs reprises contre Charles de Gaulle. Hein, Catroux jouant un rôle assez personnel. Hein. On dispose depuis la biographie de Lerner, on dispose du très très beau journal de guerre d'Henri Queuille, qui est à Alger aussi à ce moment-là, et Henri Queuille, cette gauche modérée, a des piques assez savoureuses à l'égard de Catroux en disant qu'en fait il mène une politique personnelle. Hein. Alors à partir de 1943, on va aller plus vite, rassurez-vous, il ne cesse de cumuler les honneurs. Hein. Honneur, dignité, c'est ce que j'appelle, même si c'est un peu sévère, les deniers du ralliement. Hein.
Il est gouverneur général de l'Algérie en 1943, où d'ailleurs il propose des réformes politiques très novatrices, notamment un élargissement considérable du collège électoral des musulmans, comme on dit dans le vocabulaire de l'époque, réformes économiques aussi, mais d'une part, ces propositions de réforme ne peuvent pas être mises en œuvre par le blocage des colons, et c'est là que Catroux commence à avoir la réputation de bradeur d'empire. Il l'avait déjà eu un petit peu au Liban, en Syrie en 1943. Et puis parce que la France est pauvre. On oublie par exemple un détail, mais qui est loin d'être un détail, c'est que après le débarquement anglo-américain d'Afrique du Nord, les Américains ont ponctionné dans des proportions colossales le cheptel ovin algérien. Et il y a des cas de famine en Algérie, dans les campagnes notamment, en 1943-1944. Bon, donc, tentative de réforme assez courageuse, mais qui n'aboutissent pas, et qui valent à Georges Catroux la réputation d'être pro-musulman et anti-colo. Ce qui est assez savoureux, puisque son père l'est. Un de ses fils l'est, puisqu'il a divorcé de sa première femme dès le retour de guerre en 1919, et son fils aîné a repris le domaine familial. Il est ambassadeur à Moscou entre 1945 et 1948. Alors là, c'était le rêve de sa vie, d'être diplomate, en fait. D'où le sous-titre, vous l'avez compris. Il aurait préféré Washington. Mais De Gaulle lui dit, c'est ça ou rien. Alors, il s'y ennuie très très ferme à Moscou, entre 1945 et 1948. Pourquoi? Parce qu'il avait été envoyé par De Gaulle, et c'était une mission de confiance, pour faire vivre le traité franco-soviétique de décembre 1944. À l'époque où Staline pensait avoir peut-être besoin des Français pour tenir l'équilibre avec les Américains. Sauf qu'un an plus tard, Staline, les Français, il n'en a plus rien à faire. Donc, chaque fois que Catroux demande à Molotov, ou a fortiori à Staline, une rencontre, eh bien, ça n'aboutit pas. C'est-à-dire qu'il rencontre, lui qui est pourtant le roi de la négociation, il rencontre pire que lui dans l'indécision, si je puis dire. C'est la stratégie de l'édredon. Vous tapez dans un édredon, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Ça, c'est de la plume, ça rebondit. Et en plus, Catroux adore les mondanités. Il adore les réceptions, il adore les mondanités. En cela, il est lyothésien. Il a fait des mondanités un instrument de pouvoir. Mais alors, à Moscou, il s'ennuie. Il s'ennuie. Il n'y a pas de bal brillant, il n'y a rien. Donc, il demande à rentrer dès 1946, puis voilà, on le maintient en poste jusqu'à 1948. Alors, dans ses mémoires, dans un des 5 volumes de mémoires, il y a quand même des choses très très intéressantes, parce qu'il analyse très très lucidement le système soviétique, et notamment le système diplomatique soviétique, le système totalitaire soviétique. Il le voit bien, il le comprend bien. Mais il a le plus grand mal, par exemple, à faire rapatrier des malgré nous enrôlés de force dans l'armée allemande. Les soviétiques ne lui donnent pas la moindre autorisation de visite de camp. Ensuite, il est l'auteur d'un rapport, je dirais, mi-chèvre, mi-chou, sur la défaite de Dien Bien Phu. Il est sollicité comme sage, si vous voulez. Ce rapport, qui a été enterré aussitôt fait, il a été redécouvert par une historienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Georgette Helger, et il a été redécouvert en 1968 par Georgette Helger. Donc ce rapport Catroux n'a eu aucune action concrète, une conséquence concrète. Il était très mesuré à l'égard de Navarre, qui avait conçu le plan d'ensemble,
Il était, et de Castres, donc le commandant du camp, mais il était très sévère à l'égard de Cogny, c'est-à-dire le commandement de la zone nord-ouest. Ce rapport, encore une fois, n'a servi à rien. Pendant la crise marocaine de 56, eh bien, il va jouer à nouveau les 55-56, il va jouer à nouveau les intermédiaires. C'est-à-dire qu'il est envoyé par Edgar Faure pour aller solliciter Ben Youssef, qui est en exil, qui a été mis en exil par les Français à Madagascar. Donc il va faire effectivement une mission d'interface, si vous voulez, d'entre gens, ça lui va très bien. Et c'est Catroux qui va permettre le retour de Ben Youssef au Maroc, qui va prendre le nom de Mohamed V. Il est gouverneur général à nouveau de l'Algérie, mais dans les conditions que vous connaissez, pendant 3 jours, un peu plus, du 1er au 7 février 56. Là, il est emmené dans l'aventure par Guy Mollet, qui vient de gagner les élections, et Guy Mollet le choisit. On ne sait pas trop pourquoi, puisque désormais, aux yeux notamment de ceux qu'on n'appelle pas encore les pieds noirs, mais que nous allons appeler pieds noirs par commodité, Catroux fait clairement figure de bradeur d'empire. Donc, il est poussé à la démission. Catroux affirme dans ses mémoires qu'il a démissionné. En fait, j'ai réussi à montrer qu'il était poussé à la démission. Et il ne prendra pas son poste de gouverneur général. Après la journée des tomates, où Guy Mollet est reçu, effectivement, par des jets de tomates au monument aux morts d'Alger. Il rend encore des services éminents à Charles de Gaulle, en siégeant, justement, comme à son titre, à son escalité, si vous voulez, il est grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. J'ai oublié de citer la création par Catroux de l'ONM. Là, il y a fait un boulot considérable. Il adore les médailles et il adore travailler pour les médailles. Et il a fait un boulot réel. Et puis, il a revalorisé la Légion d'honneur parce qu'il l'a fait redevenir un peu plus rare. Donc là, il fait un boulot exceptionnel. Mais du coup, à ce titre de grand chancelier, eh bien, il est requis, si je puis dire, par De Gaulle pour siéger au tribunal militaire qui juge les putschistes d'avril. Et il est en quelque sorte récompensé par un certain nombre d'honneurs. Il en profite à 86 ans pour se remarier avec une jeune femme de 40. Il vient conforter son rôle, je dirais, d'homme à femme. Et en remerciement de tout cela, le 1er décembre 1968, c'est-à-dire un an avant le décès de Georges Catroux, il est reclassé en première section, donc général d'active. Alors, avec les avantages matériels que ça représente, bien entendu, vous comprenez. Solde d'active, état-major personnel, etc. Alors, ça fait tiquer dans les chaumières quand même. Alors, bien sûr, Dominique Prado et l'Aurore ne sont pas franchement des journaux gaullistes. Mais voilà ce que Dominique Prado écrit quand même dans l'Aurore lorsque Georges Catroux est remis en première section. Voilà, qu'on le veuille ou non, qui est inquiétant au possible et ne peut qu'accréditer les rumeurs circulant depuis quelques semaines sur une grave détérioration de la situation internationale. On ne rappelle pas, c'est évident, dans les casernes, un militaire de 91 ans sans des motifs extrêmement sérieux. Bien, alors pour conclure, un personnage fascinant que ce Georges Catroux. Un personnage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, complexe, secret, adorant manipuler. Bien évidemment, manipuler les êtres, les gens, mais manipuler les opinions aussi. Et c'est son rôle d'officier de renseignement. C'est là-dessus qu'il a fait sa carrière au Levant dans les années 20. Efficace,
dans le renseignement. Même si son système de gouvernance vieillit. Ce que n'a pas vu Georges Catroux en 1941, à partir de 1941, c'est la montée en puissance du nationalisme arabe. Il ne l'a pas vu, ça. Il ne l'a pas mesuré. Il en est resté à ses schémas des années 20. Hein, continuons de penser qu'on peut acheter les gens. Bon. Un personnage donc extrêmement complexe, un acteur de son temps majeur, vraiment, qui a des actions majeures aussi à son actif, mais, comme vous le disiez tout à l'heure, un acteur qui laisse finalement peu de traces mémorielles, notamment au sein de l'armée française. Alors pourquoi? Dans ma conclusion, j'ai avancé quelques comparaisons. Un Leclerc a pour lui l'épopée de la 2e DB, a pour lui l'épopée de sa mort précoce en 1947 en Indochine, a pour lui aussi justement toute la reconquête de l'Indochine de 1946. Et surtout, il a des fidèles. Il y a un musée. Oh, mais c'est pas un combattant. Comment? C'est pas un combattant. Qui? Catroux. Ah ben voilà, vous avez tout compris. C'est un militaire, mais c'est pas franchement un combattant. Un de l'âtre. Un de l'âtre, il a derrière lui la première armée française, avec tout ce que ça signifie, la remontée de la vallée du Rhône, les combats terribles, les Vosges, l'Alsace, l'Allemagne. Et puis, les anciens de la première armée, de la même manière qu'il y a les anciens de la 2e DB. Donc la mémoire se perpétue. Hein, le rôle aussi de la maréchale, hein, mémoriellement. Catroux n'a pas commandé en chef. Jamais. Il n'a pas de fidèles. Il n'a pas de troupes. Il n'y a pas de victoire aussi. Il n'a pas de victoire. Effectivement, la Syrie, c'est pas franchement de victoire. Les seules victoires qui se soient attribuées, ce sont celles de 31-34 à Marrakech. Et encore, quand on entre dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, vous avez tout compris, chère madame. Militaire, mais pas guerrier. Et c'est exactement, si vous vous souvenez, l'appréciation du général Ragueneau Duchesne. Hein? Alors du coup, il n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'épouse pour perpétuer sa mémoire. Son épouse est morte, donc sa 2e épouse est morte immédiatement après la 2e guerre mondiale, et la 3e, elle n'a pas le temps. Et il n'a pas de grand subordonné pour honorer sa mémoire. Donc un personnage, comme le disait Crémieux-Briac, effectivement, comme l'a écrit Crémieux-Briac, un personnage qu'on ne mesure sans doute pas à sa juste valeur. Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est pourquoi on ne le mesure pas à sa juste valeur. Voilà, je vous remercie de votre attention, et encore une fois, je vous remercie de l'invitation, de l'information. Là-bas, on est dans les temps. Oh oui, un immense merci à François Cochet pour cette superbe conférence qui a éclairé véritablement l'histoire, et qui a justement peut-être dans cette conclusion-là qui permet de redonner enfin une importance à cette grande figure de la France libre, injustement oubliée pour toutes ces raisons, effectivement, que vous avez évoquées. Mais c'est. Puis-je me permettre oui. une anecdote supplémentaire? Parce que j'ai plusieurs fois rencontré les héritières de Georges Catroux, c'est-à-dire son arrière-petite-fille, Maxime Catroux, Maxime. C'est une femme, elle est éditrice chez Gallimard. La cousine de Maxime Catroux, Laurence, Daphné, et Betty Saint-Catroux. Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais Betty Saint-Catroux, c'est donc l'épouse
C'est une dame de 83 ans maintenant, hein, mais c'est l'épouse d'un petit-fils de Catroux. Suivez à peu près? Bon, et Betty Saint-Catroux est infiniment plus connue que Georges Catroux. Parce qu'elle était l'égérie d'Yves Saint-Laurent dans les années 70, richissime. Son mari, François Catroux, donc un petit-fils de Georges, était architecte d'intérieur mondialement connu par tout le jet-set international. Et si vous voulez, ce que m'a dit un peu méchamment Maxime Catroux, la vraie star de la famille, c'est pas Georges. Vous gardez ça pour vous. Est-ce qu'il y a une question, quelques questions éventuellement? Oui. Oui, donc monsieur, vous avez répondu à ma question initiale sur l'Indochine, sur son rôle par rapport au Japon. J'ai une autre question qui peut sembler iconoclaste, mais qui ne l'est pas. Il n'y a pas de question iconoclaste. En tant que professeur à l'université, c'est pas un peu frustrant de travailler pendant 4 ans sur un personnage qui est assez en demi-teinte, non? Ah, c'est passionnant. Au contraire. C'est passionnant. En plus, je dois vous dire que moi je suis plutôt spécialiste, enfin je me veux spécialiste de l'expérience combattante, des expériences de guerre, et c'est ma toute première biographie. J'avais jamais fait de biographie. Et c'est un exercice très difficile. Parce que soit vous tombez dans ce que je reproche à Henri Lerner d'avoir fait, c'est-à-dire dans la géographie, sans aucun recul critique, soit vous faites votre travail d'historien qui consiste constamment à comparer, à croiser les sources, à aller se fournir à des sources, des archives les plus diverses, les plus variées, etc. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que vous preniez votre personnage en grippe. Et j'en suis pas là avec Georges Catroux. Je ne l'ai pas pris en grippe. Pas totalement. Mais c'est ce que je disais à madame tout à l'heure, je crois que je peux répéter l'expression, ça ne sera pas diffusé sur les ondes internationales. Non, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit ça à sa petite fille, son arrière-petite fille. C'est un grand monsieur, mais un sale bonhomme. Il y en a beaucoup. Pas mal. Humainement, il est hard. Il a reproduit avec ses enfants, avec ses 2 fils, il a reproduit toute la dureté de son père, il les a quasiment jamais vus. Jamais vus. Il a un de ses fils qui a essayé de se lancer dans la carrière théâtrale, comme auteur, hein, pas comme acteur, mais il avait épousé la grande actrice Hélène Dux. Hein. Et Le Monde a fait, nous sommes en 62 ou 64, je ne sais plus, 64. Le Monde, journal de référence du soir, c'est bien connu, fait une critique mais acerbe d'une des pièces du fils Catroux. Et Georges Catroux ne parle plus à son fils pendant 6 mois. Déjà qu'il ne se voyait pas beaucoup, parce que l'honneur du nom a été sali, en gros. Et alors, à propos de la guerre d'Algérie, c'est aussi passionnant, mais bon, ça, ce sont des infos anecdotiques, certes, mais intéressantes quand même, que je recueillis auprès de la famille. Hein. Il a donc un de ses fils qui est OAS, parce qu'il défend les intérêts, il a repris la gestion du domaine maternel, etc. Et son autre fils héberge, dans la vallée de Bièvre, héberge des dirigeants FLN dans son grenier. En termes de tiraillement de famille... Il y a la question de la postérité qui peut être aussi acquise par des rues, des noms de rues, des lieux, des monuments. Est-ce que oui, il y a une place Georges Catroux à Paris, dans le 15e, je crois. Mais ailleurs, c'est assez rare, oui, c'est ça, par rapport à Leclerc, évidemment, ou à d'autres personnages. C'est vrai que ça joue aussi, hein, ça va jouer également beaucoup. L'ouvrage, en tout cas, permettra déjà de le faire connaître davantage. Moi, je recommande l'ouvrage, évidemment, avec des photos hein, qui sont... Oui, que j'espérais vous présenter ce soir, mais qui sont dans l'ouvrage. Qui illustrent bien également le personnage et puis ses épouses. Hein, autre grand sujet, mais bon, voilà, qui mériterait peut-être une autre conférence. Voilà, mais vous l'avez... Parce que la deuxième épouse, Marguerite Jacob, est assez intéressante à suivre. Hein.
Elle a épousé 3 militaires, n'a pas eu d'enfants. Elle aimait bien parader en uniforme et en cravache. Pour la petite histoire, il est enterré à Thiers avec sa 3e épouse. Avec Frances de Tout à fait. Gelsast, ouais. Ouais. Et il y a aux archives de Vincennes, je ne les ai pas mis là parce qu'elles sont en couleur et ça aurait coûté trop cher, mais il y a effectivement des photos de l'inauguration à Thiers. Il doit y avoir aussi une rue, Georges Catroux. Et on voit la veuve avec quelques autorités. Une question. Juste un petit mot. Merci d'abord pour cet éclairage très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que De Gaulle pensait de Catroux au travers de ses mémoires ou d'autres textes? Alors, je cite de mémoire à la fin l'hommage que De Gaulle fait au fils Catroux au moment des obsèques, en décembre 69. Je ne sais pas si je vais... En gros, formule assez ambiguë. C'est-à-dire il rend hommage, bien entendu, au personnage, mais en rappelant que Georges Catroux s'est parfois trompé et qu'il a été trop proche des Anglais. Donc ça, c'était impardonnable pour De Gaulle, ça. Voilà. Je ne vais pas vous la retrouver, on ne va pas perdre de temps à vous retrouver ça, mais sa 3e épouse avec moi. Il aimait séduire aussi, je crois, c'est ça? Il a pas dit... Ah oui, oui, c'est un grand séducteur. Ouais. Je pense qu'il avait dit De Gaulle. Hein. Oui, oui, oui. De Gaulle disait de Catroux, il lui faut des palais. Effectivement, il a un sens de... C'est ce que j'appelais tout à l'heure la politique luotésienne. Hein. Et il a un sens du décorum, de l'apparat, de la dépense. Je cite quelques exemples, notamment au Liban en 1943, où Marguerite Catroux, surnommée la Reine Margot, fait des dépenses. C'est la guerre pour qui aura le plus beau palais. Hein. C'est très libanais. Si je peux me permettre une autre question. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème entre Catroux et Larminat au moment des procès. Qu'est-ce qui s'est passé en Alors, De Gaulle charge très discrètement Georges Catroux de faire un rapport en septembre 1944 à propos des combats de Marseille. Larminat, qui était sous les ordres de Delattre, a critiqué très très vertement, en termes très violents, Delattre sur sa stratégie militaire, notamment pour la prise de Marseille, à privilégier par rapport à la prise de Toulon. Vous voyez, c'est ces débats-là. Et De Gaulle donc demande à Catroux de faire un rapport, et Catroux fait un rapport extrêmement violent à l'égard de Larminat, évoquant, alors soutenant complètement Delattre, et évoquant la syphilis de Larminat, s'appuyant sur le témoignage du médecin personnel de Larminat. Bon, on en reste là. Larminat est sanctionné et Delattre continue sa cavalcade jusqu'à Berlin. Ce rapport a existé, semble-t-il, en 3 ou 4 exemplaires, pas plus. Il est enfoui quelque part, sans doute dans un coffre de Georges Catroux, ça c'est évident, dans un coffre de Charles de Gaulle, sans doute, et puis peut-être quelque part ailleurs. Et lorsque le haut tribunal militaire siège, vous savez que De Gaulle le modifie puisque ce haut tribunal militaire n'a pas été conforme à ses vœux. Il n'a pas condamné assez sévèrement, notamment Salan, etc. Et donc De Gaulle réforme ce haut tribunal militaire, dit très poliment à Catroux qu'il n'a plus besoin de lui,
et se pose la question de qui remplacer à la tête de ce haut tribunal militaire, qui change d'appellation, passage, peu importe. Et on pense à l'Armina. Et à ce moment-là, comme par hasard, un journal d'extrême droite ressort le rapport Quatroux de 1944. Ce qui fait que dans les 2 jours qui suivent, l'Armina écrit à Pierre Messmer qu'il refuse le poste de président du tribunal et il se suicide le lendemain. Voilà. Alors, Quatroux jure ses grands dieux que c'est pas lui qui a fait fuiter. Je pense que c'est pas lui, effectivement. Quand vous voyez le type de publication, c'est effectivement quelqu'un qui a voulu nuire à la politique gaullienne. C'est sans doute mouvance OAS, bien sûr. Mais il n'empêche que le mal est fait. Hein. Et la veuve de l'Armina refuse l'accolade que lui propose Georges Quatroux aux obsèques. Et il y aura des échanges que je cite d'ailleurs entre la veuve de l'Armina et De Gaulle, et entre la veuve de l'Armina et Quatroux. Voilà. On va faire une dernière question. Oui. Vous avez mentionné les accords d'Alger et sa relation avec les Anglais, mais par les Américains, est-ce qu'il était considéré? Et si oui, comment? C'était quoi sa relation avec les Américains? En 1943, vous voulez dire dans le différent Giraud de Gaulle. Exact. Alors, les Américains jouent un rôle moins important que les Britanniques dans cette affaire, mais quand même assez considérable. À un moment, Eisenhower dit très clairement, si Giraud est débarqué, parce que c'est quand même Giraud qui avait négocié le plan d'Anfa, hein, c'est-à-dire le plan de réarmement de l'armée française, qui est d'ailleurs l'armée d'Afrique. Et l'armée d'Afrique, c'est l'armée de Vichy. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est que alors que la 2e DB a le plus grand mal à rassembler 16 000 hommes pour sa division, paradoxalement, l'armée de la libération, c'est l'armée de Vichy en grande partie. Fin de la parenthèse. Et d'ailleurs, il y a des débauchages, permettez la petite parenthèse encore, mais il y a des bagarres entre Leclerc et Quatroux, parce que Leclerc cherche à débaucher des gens de l'armée d'Afrique pour alimenter sa 2e DB, et Quatroux lui tape sur les doigts en disant « c'est pas bien ce que vous faites ». Hein? Il parle de désertion. Comment? Il parle de Oui, désertion. absolument, oui. Et donc, les Américains, à un moment, disent, voilà, si Giraud est débarqué, nous coupons les forces militaires. Bon, c'est aussi pour ça que la crise va prendre du temps à se résoudre. Mais les maladresses successives dans les Giraud, que j'ai simplifiées, vont le faire lâcher, même par les Anglais et les Américains. C'est-à-dire que les Américains, quelle que soit la répulsion que Roosevelt connaît à l'égard de Charles de Gaulle, qu'il prend pour un grand comte d'Autière qui va faire des coups d'État, ils ont compris quand même que le rapport de force était très favorable à de Gaulle par rapport à Giraud. Mais il y a eu effectivement tentative d'Eisenhower de peser dans la balance en disant, voilà, c'est Giraud le chef militaire. Et c'est d'ailleurs une solution à laquelle Quatroux aurait été assez favorable. C'est-à-dire un de Gaulle chef politique et un Giraud chef militaire. C'est une espèce de duumvirat. Mais ça ne tient pas, parce que de Gaulle n'aurait pas supporté, d'une part, et puis parce que Giraud multiplie aussi les erreurs. Eh bien, merci encore une fois, un immense merci donc à François Cochet qui est venu nous parler de ce personnage, ce grand Français libre ce soir qui a été mis à l'honneur à la Fondation. Un personnage fascinant où on invite évidemment à aller vers le livre, à vous munir du livre. Le général Quatroux, un militaire bien diplomate de François Cochet aux éditions Pierre de Taillac. Perrin, Pierre de Taillac, c'est une coédition Perrin et Pierre de Taillac. Mais c'est Pierre de Taillac qui fait le job, si je puis dire.
bien. Non, merci encore une fois à la Fondation. Merci, on va vous applaudir. François Gaucher, merci beaucoup. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.